Donc abordons notre dernier point concernant les pathologies du désir et particulièrement la question de l'acrasie. Donc je vous rappelle, la question de l'acrasie ou encore de l'incontinence, c'est une question célèbre dans la philosophie grecque qui se demande, une question qui est la suivante, comment comprendre qu'on puisse agir contre son meilleur jugement? Comment comprendre qu'on puisse savoir que A est la meilleure option et que B est la pire, et pourtant faire B. Donc évidemment, Aristote va formuler sa propre réponse à cette pathologie du désir qui semble signer la faillite et l'impuissance de la raison. Donc quelle est sa réponse à ce problème célèbre? Alors, premier point de départ pour Aristote, l'acrasie existe dans les faits. Voilà, elle existe. Il arrive que nous connaissions la règle qu'il faut suivre. Exemple tiré de l'Éthique à Nicomaque. Exemple, les aliments gras sont mauvais pour la santé, sont néfastes pour la santé, et pourtant que nous agissions contre cette règle. Ça existe, c'est perceptible dans l'expérience. Donc, Socrate, en niant la possibilité de l'acrasie, a annulé d'un point de vue théorique un fait, et ce fait subsiste. Je cite Aristote dans sa grande morale. Socrate l'Ancien a totalement annulé l'absence de maîtrise de soi en niant son existence. Il disait en effet que personne ne peut choisir le mal en sachant que c'est mal, alors qu'apparemment celui qui manque de maîtrise de soi, tout en sachant que c'est mal, n'en choisit pas moins le mal, poussé qu'il est par sa passion. Mais il avait tort. Il serait étrange en effet que ce raisonnement nous persuade d'annuler un fait dont nous sommes pourtant convaincus. Il existe bien des hommes qui ne se maîtrisent pas, et ces gens-là font le mal tout en sachant que c'est mal. Alors, vous voyez, le point de départ, c'est le suivant. Il faut rendre compte d'une expérience. Et Aristote donnera toujours raison à l'expérience et raison à l'opinion qui met cette expérience en avant. Pourtant, et ça sera le deuxième point, pourtant, Aristote ne va pas aussi vite que cela remiser l'intellectualisme moral de Socrate. Il va faire quelque chose d'assez, comment dire, difficile, un jeu d'équilibriste. Il va chercher à la fois à rendre raison de l'acrasie dans les faits, tout en assurant le rôle déterminant de la raison dans l'action. Alors comment est-ce qu'il va faire? Premièrement, nous dit Aristote, il faut distinguer l'incontinent, l'acratique, celui qui agit contre la règle, du déréglé, l'acolaste, celui qui ignore la règle. Et à quoi est-ce qu'on va les reconnaître, les distinguer? C'est que l'incontinent, puisqu'il connaît la règle, va se repentir, va regretter. Alors que le déréglé, puisqu'il ignore la règle, n'est pas sujet au repentir. Et donc le mal du déréglé est presque incurable, parce qu'une éducation inconsistante ou défaillante l'a rendu incapable d'appréhender le bien. Pourtant, il reste coupable, coupable de ne pas avoir actualisé cette capacité cognitive qui lui vient du logisticon, qui n'est restée qu'en puissance chez lui et qui aurait pu s'actualiser, qui aurait pu devenir en acte. Deuxièmement, donc il faut distinguer l'incontinent du déréglé. Il faut distinguer l'incontinent du vicieux, c'est-à-dire de celui qui choisit de faire le mal de son plein gré. Ces hommes existent, nous dit Aristote. Alors, c'est là que, je ne vais pas pouvoir trop développer, parce que Aristote ne va pas jusqu'à, comme saint Augustin, imaginer l'existence d'une volonté vraiment distincte de l'entendement, qui par principe
peut faire sécession. Voilà. Ce qui va l'intéresser, c'est la troisième forme. Donc ni le déréglé, ni le vicieux, mais l'acratique, l'incontinent. C'est-à-dire celui qui connaît la règle, qui sait où est le bien, qui désire le bien, mais qui ne l'applique pas. Alors pourquoi son savoir n'a aucun impact sur son désir? Pourquoi ce savoir ne le détermine pas à agir? Eh bien, probablement pour 3 raisons. Première raison, parce que Platon n'a pas assez bien vu que je peux savoir quelque chose sans le savoir vraiment. Il y a, dit Aristote dans l'Éthique Nicomaque, différentes façons de posséder la science. Il y a différents degrés ou différentes modalités de science. Il y a la science que l'on possède, et c'est un savoir que l'on a à disposition dans l'esprit, mais il y a la science que l'on exerce et qui s'est totalement intégrée à notre nature. Par exemple, le fumeur peut savoir que fumer tue, il peut posséder cette connaissance. Le coupable peut qualifier de mauvaise la conduite qu'il a pourtant choisie. La preuve, c'est qu'il préférerait, il n'aimerait pas en être victime. Mais Aristote nous montre que cette possession du savoir n'est qu'une information dans l'esprit. C'est l'information qu'aurait dans l'esprit un homme qui dort ou qui a pris du vin. Donc il possède bien un savoir, mais à cause de l'alcool et du sommeil, il est incapable d'en faire quoi que ce soit. La science peut tout à fait être acquise, mais indisponible, à cause d'autres éléments, qui gênent son activité et son exercice. Et dans ce cas-là, la science, le savoir, la raison, ne nous permet qu'une reconnaissance toute extérieure de la nature de l'acte en question. Donc je peux très bien, par exemple en mathématiques, savoir réciter une formule que j'ai apprise par cœur et que je tiens de mon maître. Donc je possède un savoir, mais je ne l'exerce pas tant que je ne sais pas la démontrer, tant que je la sais seulement par oui-dire. Dans ce cas-là, on ne dira pas que la science s'est incorporée à notre nature. Et voilà ce qui se passe souvent, c'est que on a la règle, mais cette règle, on la possède sans être capable de l'exercer. Et c'est vrai que le coupable possède dans son esprit les étiquettes imposées par la conscience sociale. Il possède une sorte de vague surmoi, si je le dis en termes freudiens, qui crée en lui un sentiment lointain de malaise au moment d'agir. Mais on voit bien que ce malaise n'est pas assez fort pour le retenir d'agir. Et la condamnation de ses actes reste sans force, impuissante. C'est une convention abstraite dont il ne sent pas réellement la nécessité. Et si cette connaissance était pas simplement possédée, mais exercée, si elle était moins superficielle, alors elle lui ferait connaître le prix réel de ses actes. Et peut-être qu'il mettrait fin de manière positive au conflit, au malaise créé par son surmoi. Mais malheureusement, cette connaissance est trop vague et ne réveille des valeurs qui ne sont pas opérantes. Voilà. Donc, c'est le premier point. Ce que montre très bien Aristote, c'est que, et que n'a pas vu Platon selon lui, c'est qu'entre la connaissance ferme et authentique d'une fin, d'une règle, et son ignorance totale, il y a une infinité de possibilités, 50 nuances de rationalité, si vous voulez. Et c'est ce point que Platon n'a pas suffisamment exploré. De même, deuxième point. Deuxième explication possible de l'acrasie. Donc, première explication, je résume. En réalité, on possède la règle, mais on ne l'exerce pas. On la possède comme celui qui dort ou celui qui est ivre. Deuxième explication, la difficulté peut surgir au sein de la délibération. Il est tout à fait possible de voir le bien dans l'absolu, de désirer le bien dans l'absolu,
mais de ne pas réussir à l'identifier dans le concret. Et là, le problème se situe au niveau de la bouleusis, de la délibération. Aristote compare la délibération pratique à un syllogisme. La majeure est posée par la boulésis, par le souhait rationnel. Par exemple, je peux savoir et avoir cette aversion-là, les aliments gras sont mauvais pour la santé. Ça, c'est la majeure de mon syllogisme. Mais pour que ça soit opérant, il faut que je repère les aliments gras dans mon quotidien. Et c'est le moyen terme. Je dois me dire, ce plat en sauce que j'ai sous les yeux et qui me fait particulièrement envie est gras. Conclusion, je me retiens. Donc, majeur, moyen terme, vous voyez, le moyen terme va faire descendre la règle dans l'action et la rapprocher de moi. Conclusion, je me retiens. Donc, on voit bien qu'en fait, toute la difficulté, c'est pas tant d'avoir la règle, mais elle se trouve au niveau du moyen terme. On peut ne pas rapporter correctement les cas particuliers sous la loi générale. Et c'est très souvent ce qu'on fait. Non, mais ça, c'est pas vraiment gras. Non, mais je lis pas la composition, par exemple, d'un plat industriel, etc. Et donc, le problème, c'est que les règles d'action posées par le désir, l'orectone, le désirable posé par la boulésis, est souvent très général, mais doit s'appliquer dans un domaine, la vie, où règne la plus grande contingence et la plus grande singularité. Et donc, et c'est là le cœur de l'argument, il est tout à fait possible de voir le bien, le désirable dans l'absolu, mais de ne pas réussir à le reconnaître dans le concret. Et donc on peut tout à fait savoir que A est la bonne option, et pourtant faire B, parce qu'on ne sait pas reconnaître A quand on l'a sous ses yeux. Voilà. Donc voilà comment est-ce qu'on peut expliquer l'acrasie. Mais là on voit que c'est encore un intellectualisme moral, parce que ce qui fait défaut, c'est encore un certain type de savoir, la capacité à adapter les fins à des moyens. Enfin, troisième explication possible de l'acrasie, il peut y avoir conflit entre les différents types de désirables. Entre le désirable, l'orectone que me suggèrent les bitumias et qui me fait céder à l'agréable, et entre l'orectone, le désirable que me suggère le souhait réfléchi. Et entre ces désirables, eh bien, je peux préférer l'un à l'autre, une règle à l'autre. Donc pour conclure, ce que je pense, ce qu'il est important de retenir, c'est que Aristote est encore un intellectualisme moral. Dans tout ce que j'ai développé, vous voyez bien que la raison a toujours un rôle pour élaborer le désir. Vous voyez, dans le premier moment, la raison, c'est ce qui va, l'intellect, c'est ce qui va permettre au désir de se déployer au-delà de l'épitumia du thumos et vraiment prendre cette forme de souhait réfléchi. Vous voyez, la raison a ce rôle important, décisif, d'élaborer, de perfectionner le désir. Mais contrairement à Socrate, il ne va pas faire de cette raison un principe absolu de l'action. On est très loin du Socrate, du Protagoras, par exemple, qui prétend qu'un intellect solitaire et tout-puissant peut absolument diriger le désir. Aristote voit bien que la vie pratique est une synthèse complexe qui articule des dimensions hétérogènes. Et pour que la raison, la sagesse ne reste pas lettre morte, il faut jouer sur ces différentes dimensions. Il faut premièrement travailler sur les formes pré-rationnelles du désir, en les façonnant par des habitudes.
Et donc c'est vraiment un penseur, par exemple, qui développerait une réflexion approfondie sur l'habitude. Il n'y a pas de désir correct si on ne sait pas, si on n'a pas creusé un sillon un peu constant dans son existence. Deuxièmement, cette sagesse, pour ne pas rester lettre morte, donc elle doit travailler sur les formes pré-rationnelles du désir, et elle peut élever le désir à la saisie elle peut aider le désir à saisir un désirable supérieur. Ça, c'est la boulésis. Et enfin, elle peut et elle doit, par la délibération, transformer le désir en action efficace. Elle doit accompagner le désir dans ce chemin périlleux qui va de la visée de la fin à l'action en passant par l'identification des moyens. Voilà. Et ce chemin, effectivement, est périlleux. On vient de le voir avec la question de l'acrasie. Le savoir peut ne pas être suffisamment incorporé pour être exercé, pour se transformer en action. Le savoir peut ne pas identifier dans le réel, dans le présent, en fait, ce qui va me permettre de réaliser la fin. Il peut y avoir une multiplicité, vous voyez, de désordres qui peuvent surgir. Voilà. Mais la raison a quand même bien ce rôle-là. Vous voyez, dans un premier moment, une éducation modeste qui façonne de manière pré-rationnelle le désir par l'habitude, qui élève le désir à la saisie d'un désirable supérieur et qui, par la délibération, le transforme en action. Mais Aristote est sur ce point plus modeste que Platon. Il voit bien que la raison ne sort pas toujours indemne de sa collaboration, de sa rencontre avec le désir. Si le savoir théorique, lui, n'est pas affecté par le désir, vous pouvez très bien être mathématicien et alcoolique, et il est tout à fait possible de faire de très bonnes démonstrations, de préférence à jeun, alors qu'il est beaucoup plus difficile d'être intempérant et de bien raisonner sur l'action. Et le désir, là, c'est l'ingrédient indispensable de la vie pratique. Donc on peut pas, il va interagir avec la raison, même s'il est façonné par elle. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Aristote. Je sais que c'est un peu compliqué, c'est assez fin en fait. Donc si vous voulez vous l'approprier, je vous propose de bien retravailler ce que je vous ai raconté dans ces 3 petites vidéos, et puis on peut en reparler ensemble.